le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Embarquez pour un voyage intérieur du 2 au 4 août au hameau de l'Étoile, proche de Montpellier. Après le succès du premier congrès C'est quoi le bonheur pour vous, nous vous proposons de prolonger l'expérience avec ce week-end immersif inédit. Dans un cadre magique, venez vivre 2 jours hors du temps pour prendre soin de vous. Une expérience immersive unique, guidée par David Tan, Alexandre Antonienko et moi-même. Durant ce week-end, vous serez plongé dans un programme soigneusement conçu pour vous aider à explorer les différentes facettes de vous-même. Le corps, le cœur et l'esprit. Que vous soyez en quête de sens, de transformation ou simplement curieux de découvrir ce que la vie a à vous offrir, que vous soyez seul, en famille ou entre amis, rejoignez-nous pour ce week-end inédit qui promet d'être une expérience inoubliable. Rendez-vous sur le site c'estquoilebonheur.fr pour rejoindre l'aventure. À très vite les amis. J'ai le plaisir de recevoir Pauline Wald. Après une école de commerce, Pauline a travaillé 7 ans dans le secteur bancaire. À l'aube de ses 30 ans, en quête de sens, elle quitte son travail pour marcher de sa maison natale en Alsace jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est alors qu'un nouveau chemin s'offre à elle. Sans formation dans l'audiovisuel, elle réalise le film Chemin de vie et entreprend une tournée de projection. En parallèle, elle poursuit des études de psychologie et devient psychologue. Dans son premier livre, Marcher vers son essentiel, elle raconte son cheminement intérieur sur Compostelle. Son deuxième livre, Enseignement de la montagne, retrace sa quête du mieux-être à travers le chamanisme et la méditation. Je vous souhaite une belle écoute. Hello, merci Julien. Tu vas bien? Ça va plutôt bien, oui. Je suis en France, là. Et ouais, c'est ça, depuis même pas une semaine? C'est ça, depuis une semaine environ. Ok, trop bien. Alors tiens, ça me fait penser à une chose pour rappeler un peu le contexte aussi pourquoi on fait cet échange. C'est que tu étais venu toi ici dans mes locaux là qu'on voit derrière. Oui. Ça remonte à 3 ans, non, si je me trompe pas. Ouais, à peu près 3 ans et demi. Ouais. C'est ça. On avait passé un chouette moment autour d'un thé ou d'une tisane, je sais plus, mais c'était un thé ou tisane. Ouais. Et voilà. Et puis en fait, ce qui nous lie aussi, c'est que on est tous les deux des auteurs, écrivains, conférenciers, et on fait partie de la même maison d'édition Erol. Et voilà, puis en fait, on se suit depuis maintenant, depuis plus de 3 ans sur les réseaux sociaux, voilà. Et puis on a plein de points communs, et donc on va sûrement en parler aujourd'hui. Avant tout, je vais te laisser te présenter, Pauline, pour les gens qui te connaissent pas. Avec joie. Alors, je m'appelle Pauline. Là aujourd'hui, je me définirais comme. C'est pas toujours évident de me présenter, mais en tout cas, je suis dans une forme de quête. Je l'ai beaucoup été ces dernières années, une quête vers plus de sagesse, plus de sens. Et ma vie a commencé sur des rails bien tracés, en fait. J'aime bien dire une sorte d'autoroute, quoi, qui menait vers un succès, entre guillemets, financier, social. Donc j'ai fait une classe prépa aux grandes écoles, école de commerce, travail de cadre dans le secteur bancaire. Et puis, au bout de quelques années, de plusieurs années, j'ai quand même passé 7 ans en tout dans ce groupe bancaire. J'ai vraiment senti que j'étais pas à ma place, en fait, que je m'éteignais à petit feu. Et puis, j'avais des premiers symptômes de burn-out et je me disais, bon, alors là, si tu restes, tu vas... Je voyais, en fait, la trajectoire que je prenais. Je m'imaginais devant mes docs Excel dans 20, 30 ans. Et puis, je me disais, non, c'est pas cette vie, en fait, que je veux, quoi. Il y a autre chose de possible pour moi. Mais à ce moment-là, je savais pas quoi. Et moi, dans ma famille, personne n'était dans ces milieux, personne n'écrit de livres, etc. Enfin, c'était très nouveau. En fait, je percevais qu'autre chose m'attendait et je me suis mise en chemin. Il y a maintenant plusieurs années. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris des études de psychologie à distance en me disant, mais en fait, la psychologie, ça me passionne. C'est des sciences humaines.
voilà, ça m'intéressait. J'avais jamais vu de psychologue à ce moment-là, mais je sentais que ça m'intéressait. Et puis, ça m'a mise en chemin, ces études-là. Et puis aussi, voilà, à un moment, j'ai pris la décision de quitter mon travail dans le secteur bancaire après avoir un petit temps de réflexion quand même. Et donc, j'ai pris mon sac à dos et je savais pas exactement ce que j'allais faire quand j'ai quitté mon travail. Je suis partie marcher de la maison où j'ai grandi en Alsace jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. J'ai fait ce pèlerinage de 4 mois pour me reconnecter à moi-même. Et en fait, les idées de quoi faire sont venues en chemin. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose que je prône beaucoup, c'est mettez-vous en chemin pour savoir ce que vous allez faire plutôt que d'attendre de savoir ce que vous allez faire pour vous mettre en chemin. C'est un peu mon credo. Et parce qu'en fait, en marchant, j'ai eu l'idée de réaliser un documentaire qui s'appelle Chemin de vie, qui aujourd'hui est encore diffusé dans des cinémas, qui est sorti en DVD, d'ailleurs que tu as vu aussi. Oui. Et puis, j'ai écrit le livre Marcher vers son essentiel, qui est sorti donc chez Erol il y a 2 ans. Et pour raconter, merci, pour raconter justement mon histoire de changement de vie et de comment j'ai marché vers mon essentiel justement. Ouais, c'est ça. Et pour justement, et là aujourd'hui, je viens de sortir un 2e livre qui s'appelle Enseignement de la montagne. C'est ça. Et en fait, le chemin a continué, c'est-à-dire que après le chemin de Compostelle, alors là, je fais un petit résumé, mais tout ça a pris un certain temps. En tout cas, j'ai senti que j'avais quelque chose à apporter avec ce film, ce livre. Et je me suis aussi, à un moment, je suis retournée à Paris pour terminer mes études de psychologie. Donc, je suis devenue psychologue, même si aujourd'hui, je me définis pas trop comme psychologue, mais j'ai quand même eu le diplôme de psychologue clinicienne. Et après ça, j'étais à Paris à nouveau dans une forme de routine. Je donnais des séances en tant que psychologue, voilà, je faisais des projections de mon film. Et là, il y a eu un nouvel appel de l'ailleurs. J'ai envie de dire, peut-être que ça ne s'arrête pas et qu'on est toujours dans le mouvement. On verra. Pour parler. Donc, il y a eu ce nouvel appel de l'ailleurs, d'aller dans ce lieu, dans les montagnes en Équateur, dans les Andes équatoriennes. C'est la photo de la couverture de mon livre. J'ai eu cet appel-là et j'y ai passé 8 mois et ça a été une expérience extrêmement transformatrice. Et j'ai aussi découvert la méditation juste avant de partir dans ce voyage. J'ai fait une retraite de 17 jours de méditation. En fait, pour résumer, je dirais que je suis dans une quête de trouver des réponses à des questions existentielles et en même temps de savourer le moment et pas non plus être tout le temps en questionnement. Mais en tout cas, je suis dans une phase de vie ces dernières années où j'étais dans une quête de sagesse. Voilà. Tu peux nous rappeler ton âge? J'ai eu 36 ans. Non, c'est pour que les gens, tu sais, puissent Bien sûr. mettre des repères, quoi. Parce que tu vas voir, ma question n'est pas anodine. Ouais. Donc là, si on remonte le fil en arrière, donc le début en fait où tu commences à partir en fait d'Alsace pour aller à Compostelle, t'as quoi? T'as 33 ans? J'ai 30 ans. T'as 30 ans, ok. Ouais, c'était déjà 6 ans. Et donc là, en fait, moi, ce qui me fait penser à ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui aimeraient, tu sais, franchir ce pas. Il y en a plein, en fait, qui se reconnaissent dans ton bouquin, dans ce que tu dis, dans ton film, mais qui aimeraient franchir le pas. Mais en fait, tu te rends compte que la majorité des personnes, ils sont sclérosés, tu sais. Il y a une vraie peur, quoi. Donc, j'imagine que tu as dû traverser un peu tout ce flot. C'est des peurs, des gens qui disent, non, mais ça va pas, t'es folle. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu quittes tout. Ouais. Totalement. Bah ouais, c'est une très bonne question. C'est une question qu'on me pose beaucoup aujourd'hui. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de changer de vie, mais j'ai peur. Même des gens qui veulent aller, rien que c'est déjà énorme, mais marcher sur le chemin de Compostelle, quoi. Ça éveille des peurs, même de personnes qui veulent marcher seules, qui se disent, bah voilà. Donc moi, surtout en tant que femme, mais c'est clair, et c'est des peurs qui sont tout à fait justifiées parce qu'on va pas se le cacher. Moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est qu'on va pas nier que le risque est partout, en fait. C'est qu'il y a un risque à chaque instant. Et en même temps, savoir que le risque est partout, moi, ça m'a aidé de me dire ça aussi, de me dire, mais en fait, si je reste dans mon appart parisien, il y a un risque aussi. Déjà, il y a un risque en rentrant de soirée de me faire agresser. Et puis, il y a aussi un risque à un moment, et ça, on n'en parle pas suffisamment, c'est le risque de vraiment de s'éteindre et de développer des maladies en lien avec le fait de pas être vraiment soi et à sa place. Comme par exemple, des maladies qui peuvent être déjà de la dépression, des maladies ce qu'on peut appeler mentales, même si je n'aime pas trop ce mot, exactement. Et puis aussi des maladies physiques, parce qu'à un moment, notre corps nous donne des messages pour nous dire, en fait, là, ça va pas. Et moi, peut-être que la chance que j'ai eue,
c'est que comme je suis très à l'écoute de mon corps, je voyais que j'étais en train de m'éteindre aussi physiquement, en fait. J'avais vraiment tous les symptômes du burn-out parce que comme ma vie manquait de sens et que, voilà, j'étais pas à ma place, quoi. J'entrais dans l'ascenseur du grand groupe bancaire dans lequel je bossais, j'avais déjà une boule au ventre, en fait. Ouais. Et c'est comme si mon corps me laissait pas le choix que de marcher vers moi-même. Okay, je vois. Mais les peurs ont été là. J'y suis allée en tremblant. Alors moi, ce qui m'a aidée, et ça du coup je pense à toutes les personnes qui ont envie de changer de vie et qui se sentent un peu sclérosées, moi ce qui m'a aidée déjà, c'est de me dire, j'avais quand même entamé ces études de psycho, donc je me disais bon, tu pourras toujours trouver un travail en tant que psychologue. Déjà ça m'aidait de me dire ça, parce que je savais que il y avait quand même une demande, qu'on pouvait trouver du travail dans ce domaine-là. Et puis après, moi ce que je me suis dit aussi, c'est quels sont mes ancrages. Parce que quand on quitte tout, il y a cette notion de on n'a plus rien à quoi se raccrocher. Et je pense qu'en fait, on a tous et toutes des ancrages dans nos vies. Pour certaines personnes, ça va être leur groupe d'amis qui sont là, qui les soutiennent, qui leur disent bon ben au pire tu dors dans cette chambre d'amis pendant des mois et c'est ok. Pour d'autres personnes, ça peut être voilà leur partenaire amoureux, ça peut être leur famille. Moi, en tout cas, j'ai eu un ancrage très fort qui s'est situé au niveau de ma spiritualité. Alors, on peut se dire que c'est du vent, mais en tout cas, pour moi, non, c'était pas du vent, ça a énormément compté. Parce que à ce moment-là, je commençais vraiment à me poser, je me suis toujours posé des questions sur le sens de ma vie et qui j'étais. Et puis, je commençais vraiment à faire des méditations, des prières où je demandais à la vie, hein, parce que moi, c'est une spiritualité au sens large, je demandais à la vie, c'est quoi la prochaine étape de ton chemin? Et j'avais la sensation de vraiment recevoir des réponses. Alors, il y a toujours une part de moi qui se disait, tu es peut-être complètement en train de te raconter des histoires. Mais j'ai quand même eu la sensation qu'il y a des réponses qui arrivaient. Par exemple, quand je suis partie sur le chemin de Compostelle, il y avait cette idée de mets-toi en chemin et tu verras, les réponses arriveront. Et quand quand j'arrive au bout du chemin, il y avait cette réponse de fais ton film et ensuite tu verras. Et j'ai suivi comme ça des petites étapes, des petits pas en posant des questions et en sachant toujours que de toute façon, il vaut mieux que je sois sur un chemin qui me semble être le bon chemin, mais faire des petits pas et avancer dans le brouillard, plutôt que d'être sur le mauvais chemin et d'être sûre que c'est le mauvais chemin. Parce que en restant dans le secteur bancaire, j'étais sûre que j'avais fait le tour. J'avais une sécurité financière, mais j'avais fait le tour de ce métier et je m'épanouissais pas. Et le dernier point aussi qui est quand même important, moi je prône pas aux gens de sauter et le filet apparaîtra, sauter complètement dans le vide. Moi, ça m'a aidé aussi d'avoir mis de l'argent de côté. Si j'avais pas mis du tout d'argent de côté, j'aurais été un peu plus insécurisée. Mais encore une fois, l'idée, c'est de se connaître et de se dire de quoi j'ai besoin pour faire ce pas vers moi-même et d'essayer quand même de répondre un peu à ces besoins et de rationaliser le fait que je pense qu'on est tous là pour une raison dans ce monde. Et ce qui est certain, je pense pas qu'on soit là pour subir des situations et attendre la retraite. Tu vois, donc moi, c'est quelque chose, ça a toujours été une certitude. Et aujourd'hui, je regrette pas une seconde d'avoir emprunté ce chemin. Ah bah oui, je comprends. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je devais résumer, ce qui t'a quand même animé le plus pour te mettre en chemin, pour aller vers toi, c'est une quête de sens, en fait. C'est de donner du sens à ton existence, en fait, à qui tu es, avec, comme tu dis, des questions aussi existentielles, quoi. C'est ça? Ouais, en fait, de me dire, parce qu'à ce moment-là, j'étais en tailleur dans une grande entreprise et je remplissais des documents Excel sur la productivité et j'avais vraiment cette sensation de ne pas être à ma place, en fait. Ouais, et je regardais par la fenêtre et je me disais, il y a forcément une autre vie qui t'attend. Et à ce moment-là, je découvrais YouTube. C'était encore, il n'y avait pas encore beaucoup de monde sur YouTube, mais je voyais par exemple Lilou Massé. Et je me disais, mais elle fait des interviews passionnantes. Ça, par exemple, j'adorerais faire ça. Alors au final, je fais pas exactement ce qu'elle fait, mais je veux dire, ça me donnait des billes, quoi. Pour me diriger pas à pas vers ce qui me faisait vibrer. Et avec ça m'a inspiré. Voilà, ça aide aussi de oui, puis alors, ce qui est pour pratiquer moi aussi Compostelle, tu sais, pour partir régulièrement. Et pourtant, je fais quand même beaucoup de randonnées, tu sais, aussi en parallèle dans des coins ici autour de Montpellier, quoi. Donc, on a un terrain de jeu nous aussi qui est génial. Mais je trouve que systématiquement, parce que moi, je fais des tronçons d'une semaine à chaque fois, mais je trouve qu'il y a une énergie particulière. En fait, c'est assez dingue, quoi. Enfin, j'imagine que tu vas pas dire le contraire, mais non, je dirais pas le contraire. C'est fou en fait ce qui se passe sur ce chemin.
Ouais, il y a vraiment une magie. C'est pour ça que quand je me suis dit je vais changer de vie, j'ai eu cet appel du chemin de Compostelle et on m'en avait parlé en me disant il y a une magie sur ce chemin et je l'ai vraiment vu. Ça s'explique pas en fait, c'est une énergie, c'est lié à toutes ces personnes qui empruntent ce chemin depuis très longtemps et qui sont dans une démarche même de quête d'eux-mêmes en fait. Et il se passe quelque chose d'indescriptible. Oui, il faut le vivre, comme tu le dis. Bon, tu peux dire, oui, c'est génial, Compostelle, mais c'est quand même très différent de vivre l'expérience et d'être dessus. Moi, ce que je retiens beaucoup, bon, pour tous ceux qui aiment de la randonnée, évidemment, on est en pleine nature, donc c'est génial. Moi, je suis sensible aux énergies. Je trouve qu'il y a des énergies aussi particulières. Et pour moi, ce qui sort un peu aussi du lot, c'est vraiment les rencontres humaines en fait sur Compostelle. Et là, il y a une vraie différence, je te dis, entre les randonnées que je peux faire moi en parallèle et donc les gens que je croise, avec qui je peux discuter par exemple, et les gens que tu croises sur Compostelle. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est très très puissant. Enfin, c'est comme tu dis, c'est des gens qui sont déjà en quête, tu vois. Donc, t'as l'impression d'être avec des humains en fait. C'est ça. C'est ça, et ça fait un bien fou quoi de revenir à l'humain. Je trouve qu'on en manque un peu quoi dans nos vies, mais dès lors que tu es sur le chemin de Compostelle et que tu fais quelques pas, tu vas croiser des gens qui souvent seront ouverts à la rencontre et qui en tout cas auront une vraie, souvent qui sont dans une profondeur, qui sont aussi dans se connaître eux-mêmes, et il y aura même peut-être parfois une quête spirituelle. Et ça m'a, en fait, pour tout te dire, moi c'est cette humanité-là qui m'a poussée à faire mon film en fait. Parce que je voyais cette humanité et je me disais waouh, j'ai envie de donner la parole à ces gens qui marchent comme ça vers eux-mêmes, et ça m'a tellement touchée, et vraiment, j'ai rencontré des gens de grandes, magnifiques quoi. Ben oui, c'est clair. Et on est tous d'accord là-dessus. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'unanime quoi. Et ouais. Et donc, ça te donne toi envie d'y retourner par exemple, parce que depuis, est-ce que tu y es retourné, ça te donne envie de refaire tout ça? Je suis retournée quelques fois, voilà, 2 années de suite au chemin, notamment sur le chemin portugais et aussi sur le Camino del Norte. Et là, je vais projeter mon film au Puy-en-Velay bientôt, le 19 avril, et donc je vais en profiter pour passer un peu de temps au Puy et faire à nouveau un ou deux tronçons du chemin de Compostelle justement. Et donc j'ai envie d'y retourner. Moi, j'ai aussi trouvé beaucoup de joie à me poser dans des endroits. Parce que 4 mois, il a fallu refaire mon sac chaque jour. J'ai aussi senti à un moment que c'était beaucoup. Mais je pourrais imaginer y retourner 10 jours sans problème. Là, je pense que ça va être 2 jours. Mais il y a cette magie. Et moi, j'ai aussi trouvé un peu j'ai trouvé des points communs entre le chemin de Compostelle et des retraites de méditation, et puis aussi des milieux où j'ai pu aller après en Équateur dans le chamanisme. Donc, j'ai aussi trouvé d'autres terrains de jeu, si tu veux, que le chemin de Compostelle, même si clairement le chemin, pour moi, je dis toujours aux gens, voilà, vous vous sentez un peu perdu dans vos vies, vous avez besoin d'un break, allez sur le chemin, parce que vous avez le mouvement du corps, vous avez les rencontres, vous avez l'air frais, le soleil, une présence de spiritualité. Il y a tellement d'ingrédients qui contribueront à votre bien-être que je le recommande, je continue de recommander ça et de projeter le film. Et donc en Équateur, tu disais finalement, tu as trouvé pas quelque chose de semblable, bien évidemment, mais en tout cas, on va dire une prolongation peut-être de cette expérience que tu as vécue, avec tout un cheminement que tu avais fait entre-temps, bien évidemment. Et là, tu as découvert du coup la méditation, tu disais, avant de partir. Ça a été une révélation, la médite? Tu t'avais jamais médité avant? Alors, j'avais fait 2 retraites de méditation avant, donc notamment, moi, ma première expérience de méditation, elle date un peu. C'était juste avant que je quitte mon travail. Ça fait déjà 7 ans. En fait, j'avais fait une expérience vipassana de 10 jours. Et là, j'étais au tout début de mon chemin, et ça m'avait complètement marquée parce que je m'étais retrouvée pour la première fois dans le silence avec moi-même, avec son lot de stress que ça peut impliquer de se retrouver dans le silence. Et puis aussi, je m'étais dit, waouh, mais il y a tellement de pensées en toi et ça vaut le coup d'aller travailler sur tes pensées. Mais ensuite, j'avais un peu lâché. Et là, la retraite que j'ai faite de 17 jours, donc qui date d'il y a 1 an et demi, ça a été, pour moi, ça a été une expérience extraordinaire de connaissance de moi-même. Parce que 17 jours, c'est long, dans le silence, sans téléphone, sans parler. Je dois avouer que je peux pas dire que ça a été une révélation, dans le sens où je faisais déjà des petites méditations comme ça le matin de 15 minutes, mais ça m'a permis d'aller plus en profondeur vers la découverte
de ce qui m'habitait en fait. C'est quoi les pensées qui t'habitent au quotidien, de vraiment les observer attentivement, parce qu'on a que ça à faire presque, en partie. Et puis j'ai trouvé ça difficile aussi, je dois avouer. J'en parle dans mon livre. Il y a vraiment des moments difficiles. Mais ce qui m'a aidée, donc la pratique qui nous a été enseignée, elle est simple. Elle consiste à toujours revenir, mettre son attention sur la zone au niveau de son cœur et donc revenir tout le temps avec son attention à son cœur et sa respiration et se demander qui suis-je. Voilà, ça vient de Ramana Maharshi, qui est un grand sage, indien. Et donc moi j'ai eu si tu veux, j'ai eu des inspirations pendant que j'ai médité. Et il y a aussi un enseignement qui nous a été donné au niveau de l'hindouisme. Et une des choses aujourd'hui que je retire et que j'essaie d'utiliser aujourd'hui dans mon quotidien, parce que l'idée, c'est de transposer ces expériences dans le quotidien. En fait, moi, ce que je me dis toujours, c'est que je ne vis pas dans un ashram, c'est pas mon objectif de vie. Pour certains, c'est génial, mais je vis dans le monde et du coup, comment je peux apporter ce que j'ai appris dans un centre de méditation dans mon quotidien. Ouais. Donc là, moi, ce qui m'a aidée, ça a été de me dire, mais en fait, les pensées qui me traversent, c'est pas moi, en fait. Tu vois, je suis plus vaste que ces pensées. En fait, il y a les pensées, c'est le contenu et moi, je suis le contenant. Tu vois l'idée? Ouais. Et ça provient d'un concept vraiment hindouiste qui nous a été expliqué en disant, mais en fait, c'est comme si t'imagines un écran au cinéma, toi tu es l'écran et il y a des scènes qui se déroulent d'amour, d'horreur, de plein de choses. Mais en fait, tu peux mettre ton attention sur oh là là, c'est terrible ce qui est en train d'arriver, ou tu peux mettre ton attention sur l'observation en fait. En mode, t'es un écran de cinéma et tu observes ce qui se passe en toi et à l'extérieur de toi. Et tu reviens toujours à ta respiration. Donc ça m'a aidé dans des moments de ma vie un peu plus difficiles à prendre du recul en fait. Vraiment, à prendre du recul. Ah oui, je veux bien le croire. Bah, après, moi, j'ai toujours tendance à dire que la méditation, on va appeler ça exercice de relaxation pour que ça soit vraiment audible pour tout le monde. Ce que toi, tu as pratiqué, c'est pas accessible à tout le monde. Enfin, tout le monde, en tout cas, ne peut pas se reconnaître là-dedans. Non. Mais par contre, moi, j'invite vraiment les gens à trouver l'exercice de relaxation qui lui convient et qui pourra appliquer comme ça quotidiennement dans sa vie. Oui, et ce que j'ai envie de préciser aussi par rapport à ça, c'est que, en fait, on peut méditer pour se relaxer et ça, c'est une chose. Donc, souvent, ça va être des pratiques où on revient toujours à la respiration, où on essaye d'allonger son expiration, ce qui détend beaucoup. Mais on peut aussi méditer par quête spirituelle. Et il y a des gens qui vont méditer pendant des mois et des mois. Et leur objectif, c'est même pas de se relaxer, c'est vraiment de rencontrer Dieu, tu vois. Et moi, aujourd'hui, je me suis rendu compte d'une chose, et c'est aussi quelque chose que je partage dans mon livre, c'est que, ok, je suis dans une quête spirituelle, mais j'ai pas envie de me déconnecter trop de moi-même non plus. Et ce dont je me suis rendu compte pendant cette expérience, c'est que finalement, cette spiritualité, elle est vraiment dans chaque petit acte de mon quotidien. Et l'idée, c'est d'apporter de la conscience, en fait, de se dire... de pas être en réaction, mais plutôt d'observer ce qui se passe en soi. Et c'est ce que j'essaye d'appliquer aujourd'hui. Et donc, en fait, si tu veux, ma quête spirituelle, et ça a été le cas aussi pour mes expériences de chamanisme, m'a ramenée à la matérialité, en fait. C'est assez paradoxal, mais c'est le cas. Okay. C'est que je me suis dit, mais en fait, tu as cherché à te connecter à quelque chose de plus vaste que toi, mais en fait... en te connectant vraiment à des petites actions du quotidien et même à ton corps physique, c'est là où tu accèdes en fait aussi tout autant à une spiritualité et aussi c'est en étant détendu que tu es plus ouverte à la magie de la vie. Et moi, ces expériences-là de méditer pendant 17 jours, ça peut aussi créer un peu on peut aussi être tenté de se déconnecter un peu de son corps, en fait. Moi, c'est ce que j'ai vu quand j'étais en train de méditer. Et puis, il y a aussi cette sagesse de se dire, on revient toujours au moment présent. Mais de revenir, en fait, au moment présent, c'est pas toujours suffisant pour beaucoup de gens, en fait. Quand on vit quelque chose qui émotionnellement est très difficile, de la colère, etc., en général, ça suffit pas toujours de revenir au moment présent. Parfois, il faut aussi passer par le corps et... Beaucoup. Voilà, exactement. Revenir au corps, que ça soit danser, se mettre à bouger, ou même chanter, ou même aller se balader dans la nature. Donc, je reviens à une forme de simplicité aussi, même s'il y a
il y a plein de choses qui m'aident, notamment la respiration. Pour moi, c'est un outil qui m'aide toujours beaucoup. Mais tellement, parce qu'on C'est nous la a base. pas, mais oui, c'est la base, exactement. On nous a pas appris à respirer, hein, de toute façon. Et c'est vrai que les exercices, je pense à la cohérence cardiaque, qui est quand même accessible à tout le monde. Tu vois, des exercices en sophrologie aussi, nous ramènent justement à la respiration. Et rien que ça, c'est un super outil pour se reconnecter à son corps. Parce que moi, je te rejoins dans ce que tu dis. Moi, ce que j'observe, c'est que 80% de la population sont bloqués ici, en fait. Tu vois, tout est très concentré de manière cérébrale, on va dire. Et puis, en fait, ils sont complètement déconnectés de leur corps. Donc, effectivement, la respiration, la danse, comme tu disais, plein de choses. Le yoga aussi, par exemple. Enfin, il y a tellement de choses qui nous permettent de se reconnecter à notre corps. Hein. Tellement Oui, important. oui, tout à fait. Et puis, en fait, je trouve que c'est une première étape d'observer ses pensées. Par exemple, je trouve que c'est une expérience intéressante pour n'importe qui de se poser 1 heure et observer ce qui se passe en soi. Mais après, l'idée de pouvoir, en fait, je trouve une bonne séance de danse permet parfois de vider, en fait, parfois plus efficacement. Mais encore une fois, moi, ce que je prône, c'est l'écoute de soi, en fait. Et c'est tout le message de mon livre. C'est pas de dire allez méditer pendant 17 jours ou faites ça, c'est que ces expériences permettent de se connaître et après d'ajuster et de trouver peu à peu ce qui marche pour soi. Et puis voilà, moi aujourd'hui c'est vrai que ma priorité c'est vraiment de me dire mais en fait comment je peux apporter qui je suis au monde dans la joie et dans la liberté et ça c'est des outils et en effet d'observer ses pensées et de revenir à la respiration c'est toujours utile mais pas forcément pendant des heures. Tu vois, aujourd'hui, c'est ça que je me dis. C'est ça, et c'est important de le souligner parce que moi je dis, c'est bien que chacun se met un peu comme un chercheur pour soi-même. Tu vois, de vraiment trouver justement les outils qui sont vraiment bons pour lui et qui lui permettent d'être bien dans sa tête, d'être bien dans son corps, en fait, dans son quotidien. Et ça, rien que ça, tu vois, je laisse imaginer les gens qui nous écoutent. Si tout le monde faisait ça, 8 milliards d'individus qui font ça avec beaucoup de discipline, bon, bah, notre société est complètement différente. Complètement. En fait, c'est ça. En fait, voilà. Et du coup, c'est bien que tu parles de ça parce que moi, quand j'ai fait ma retraite de méditation, on nous disait c'est hyper important de méditer au minimum 1 heure le matin et 1 heure le soir pour avoir une vie sereine, une belle vie, pour être connecté au divin, etc. Et moi, je me souviens parce qu'en fait, quand on est sur un chemin, et je pense que c'est le cas de nous tous, en fait, on cherche des réponses et parfois on les cherche auprès de grands maîtres. Et moi-même, ça a été mon chemin. En fait, j'ai rencontré notamment l'enseignant de méditation. C'est un grand maître qui a fait un grand chemin, qui a médité des années dans des grottes et tout. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et donc lui, quand il me dit ça, je me dis bah ouais, en fait, il a raison. Il faut que je fasse ça. Sauf qu'en fait, c'est peut-être pas bon pour moi, en fait, par rapport à qui je suis, par rapport à. Et puis, on a tous aussi un chemin de vie particulier. Il y a des gens, ça va les angoisser terriblement si tu leur dis de méditer 1 heure le matin, 1 heure le soir. Et vaut mieux qu'ils aillent marcher dans la nature, tu vois. Et c'est ça qu'en fait, je me dis, on peut être tenté de... Et moi, ça a été mon chemin, c'est que j'ai cherché des réponses à l'extérieur. Et en fait, je me suis un petit peu éloignée de moi-même, comme un métronome, tu vois, qui s'éloigne du centre. Et après, ça m'a permis, du coup, de revenir au centre et de me dire, mais en fait, de me reconnecter à mon corps. Parce que c'est ça, en fait, c'est que notre corps, c'est une boussole. Et quand on reste à ce niveau-là, comme tu dis, dans la tête, on se dit avec notre mental, c'est bien de méditer parce qu'on m'a dit que c'était bien. Mais comment tu te sens dans ton... Vraiment, si t'écoutes ton corps, si t'écoutes vraiment les signaux en toi, tu sais ce qui est bon pour toi, en fait. Mais en fait, le problème, c'est qu'on est dans une société... Enfin, le problème, beaucoup sont en burn-out. Et moi-même, j'ai fait un burn-out. Et quand on est en burn-out, qu'est-ce qui se passe ? On est en déconnexion de son corps physique parce qu'on n'a pas pu écouter les signaux qui étaient là. Moi, je me suis déconnectée de mon corps en me noyant dans le travail, donc j'écoutais pas les signaux. Et à un moment, mon corps m'a dit stop, et c'est là que j'ai fait ce burn-out. Donc en fait, voilà, ce que je crois, c'est que revenons aux sensations de notre corps. Et ça, c'est spirituel aussi. En fait, la spiritualité, c'est pas forcément méditer au sommet d'une montagne pendant des semaines. Ça, c'est un des... C'est clair. Et d'ailleurs, tu sais, on pourrait faire un film. Tu sais, moi, j'ai réalisé le film C'est quoi le bonheur pour vous ? On pourrait faire un film C'est quoi la spiritualité pour vous ? Tout à fait. Parce que je pense qu'elle peut être très différente d'un individu à un autre. Moi, par exemple, c'est la nature.
c'est ma façon à moi, ouais, de cultiver une forme de spiritualité parce que je me sens mais tellement connecté à elle. Tu sais, c'est un peu comme si c'était une frangine, quoi. Donc voilà, on est tous différents aussi à ce niveau-là. J'aimerais bien qu'on revienne sur l'Équateur parce que quand même mine de rien, t'es quand même resté 8 mois en Équateur. Si j'ai bien compris, relativement isolé quand même. T'étais dans une cabane isolée. Et de là, tu as fait des rencontres et pas n'importe lesquelles. Tu as vécu aussi des expériences et pas n'importe lesquelles. Ça serait intéressant que tu nous en parles. Hein. Bien sûr, avec joie. Donc oui, j'ai vécu moi dans une cabane de montagne dans les Andes en Équateur. En fait, c'est un lieu que j'avais déjà découvert lors d'un précédent voyage, un peu plus court, qui m'avait complètement marqué. Et j'y avais passé 10 jours et je m'étais dit si c'est un lieu où je retournerais. Et donc voilà, j'y suis retournée. Donc je me suis installée dans cette cabane et j'ai commencé à rencontrer des gens et je me suis rendu compte qu'il y avait une grande communauté de gens, beaucoup de gens des États-Unis, mais aussi des gens d'un peu partout dans le monde qui avaient eu l'appel de ces montagnes-là, les Andes, et qui vivaient là. Et en fait, les rencontres que j'ai faites, ça a été une personne qui est ce que je peux appeler, elle est sage. Moi, je la trouve sage. On peut dire une sage coréenne qui me louait une cabane. J'ai beaucoup appris à ses côtés parce qu'elle a passé aussi des années à méditer, à pratiquer le tai chi, le qigong, à se connecter au niveau énergétique et on a beaucoup échangé. Et puis elle aussi, elle en est revenue à la matérialité. Elle a ouvert un restaurant dans le village. Elle est vraiment descendue de la montagne au bout d'un moment. Donc c'était intéressant aussi d'avoir sa sagesse. Et puis moi, en fait, pour tout te dire, par rapport aux expériences marquantes que j'ai pu faire dans la montagne, alors évidemment, moi, la montagne m'apaise. Voilà, encore une fois, on est tous différents, mais moi, quand je suis dans la montagne, j'ai une hauteur sur ma vie. Je prends de la hauteur, en fait. J'ai l'impression que toutes mes préoccupations me paraissent moins graves. Et je me sens connectée à la nature. Et tu vois, j'ai passé beaucoup de temps à observer des ciels étoilés, par exemple. Trop bien. Ça paraît simple de dire ça, mais enfin, un ciel étoilé, je me sens tellement petite dans cette vastitude. D'ailleurs, on a un ciel étoilé derrière nous, juste là. C'est pas pour rien. Et moi, j'observe les étoiles, ça me reconnecte immédiatement à ce qu'on peut appeler une forme de spiritualité. Moi, ça me reconnecte à ma place dans le monde et le fait que je suis toute petite dans ce monde immense et que du coup, mes problèmes sont tout petits aussi. Et qu'en fait, je me sens soutenue par un grand tout, en fait. Je sens que j'appartiens à un grand tout. Donc ça, par exemple, ça fait partie des moments forts de ce voyage très simple, mais voilà, observer des ciels étoilés. Et puis aussi observer la nature, en fait, et me rendre compte que, voilà, tout est dans une immense cohérence, en fait, la cohérence de la nature, de se dire tout est parfaitement à sa place, les abeilles qui butinent et qui transportent et qui permettent aux fleurs de se développer. Enfin, tout est parfait dans la nature. Donc, pourquoi tout ne serait pas parfait en moi, en fait? Tu vois, c'est ça la question à laquelle je suis venue. Donc, j'ai été très c'est ça. C'est qu'en fait, on se rend compte et c'est tellement beau qu'à un certain niveau, nous, on est parfait aussi parce qu'on fait partie de cette nature. Donc, ce qui se passe en moi, c'est parfait. Donc, en fait, même mes émotions, parce que j'ai vécu des émotions très douloureuses, en fait, parce que je me suis retrouvée toute seule dans une cabane et toutes les émotions que j'avais pas digérées quand j'étais en train de courir, quand j'étais encore dans Paris et tout, je les ai ressenties et ça a été un peu difficile à vivre. Et en fait, à un moment, ça m'a aidé d'observer la nature, à accepter vraiment mes propres émotions et vraiment à me dire, voilà, ce qui se passe en moi est parfait. Et le grand paradoxe aussi dans lequel on est, c'est qu'à la fois tout est parfait à un certain niveau et à la fois ça veut pas dire qu'on va pas faire des choses pour améliorer sa vie et pour se sentir mieux. Donc, il y a vraiment pour moi, les deux sont vrais finalement, tu vois. C'est vraiment une notion d'équilibre, hein. Toujours. C'est ça. Donc, j'ai passé beaucoup de temps seule dans la nature à me sentir tellement dans un émerveillement, si tu veux, vraiment. Au début, j'avais plein de pensées, j'avais plein d'émotions, et puis à un moment, le mental se calme et il y a une routine, j'allais me balader tous les jours, enfin, vraiment des moments magiques. Et à un moment, j'ai eu un appel qui a été de faire une expérience avec une plante sacrée. Enfin, en fait, c'est un cactus Pedro, qui est en fait qui a des propriétés psychoactives. Donc, quand on parle d'expérience chamanique, on pense à l'ayahuasca.
Mais à ce moment-là, voilà, l'appel que j'ai eu, ça a été le San Pedro. J'ai aussi eu des expériences avec l'ayahuasca, dont je parle dans le livre. Et ce cactus San Pedro, on en voit partout. Là où j'habitais, il y en avait partout. Et la propriété de ce cactus, c'est que quand tu le consommes, il se passe ton état de conscience se modifie en fait. Voilà, quelque chose de magique, j'ai envie de dire qu'il se passe. Moi, ça me fascine personnellement. J'ai toujours été fascinée par ça. Depuis enfant, en fait, moi, je pense qu'on peut atteindre des états modifiés de conscience sans aucune plante, hein, bien sûr. Ne serait-ce qu'en méditation ou moi, j'ai des souvenirs de quand j'étais enfant et que je me promenais dans la nature. J'ai un souvenir très précis d'un moment où c'est comme si le temps s'était arrêté, quoi, tu vois. Il y avait une sensation de perfection, justement. Une sensation de perfection, en fait, cet émerveillement par rapport à la vie, tu vois. Et j'ai un souvenir, étant enfant, d'avoir eu ça. Et quand j'ai commencé à découvrir un peu, en lisant des livres, les gens qui prenaient des plantes de l'ayahuasca, moi, ça m'a fascinée. Et je me suis dit, mais j'ai envie, dans ma quête de sagesse et ma quête de sens dans cette vie, j'ai envie de faire cette expérience. Ok. Voilà. Ça devrait être très, très puissant parce que peut-être qu'il faudrait préciser, il y a des gens, ça leur parle pas, tu sais, état de modifié de conscience. Bien sûr. C'est quoi pour toi, si tu devais donner une définition? Alors, l'état modifié de conscience, c'est, tu vois, là, on est dans un état de conscience à peu près, j'ai envie de te dire, du quotidien, normal. C'est-à-dire que si on peut faire sa vaisselle, on peut discuter, on peut réfléchir rationnellement. Un état modifié de conscience, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des zones de notre cerveau un peu différentes qui vont être activées ou qui vont être moins activées. En fait, on va changer quelque part. Ça, c'est du coup, au niveau biologique, vraiment, la chimie de notre cerveau, en fait. Mais tu vois, pour donner un exemple plus concret qui va parler à tout le monde, quelqu'un qui boit du café, il sait que s'il boit un verre de café, il va être plus concentré, il va être plus actif. Il y a quelque chose qui se passe dans son cerveau qui fait qu'il aura plus d'énergie. Quelqu'un qui boit quelques verres d'alcool sait qu'à un moment, il y aura une joie, il y aura un peu une désinhibition. Donc ça, déjà, pour moi, là, on entre un peu en état modifié de conscience. Avec le cas ce qu'on peut appeler les psychédéliques, qui sont donc, comment je définirais les psychédéliques? Il y a certaines plantes ou certains cactus qui nous permettent aussi d'avoir un état modifié de conscience, mais ce sera beaucoup plus... l'idée, c'est qu'elles vont calmer notre mental et qu'elles vont nous connecter plus au moment présent. Donc, ça peut être... si tu médites vraiment 2 heures de suite, ça peut t'arriver aussi, tu as un mental beaucoup plus calme et tout, ou bien tu as marché toute une journée, à un moment, il y a un calme. Mais ces plantes, elles vont accélérer ça, elles vont vraiment permettre plus ce processus. Et elles vont... il y a quelque chose qui va se passer dans son cerveau qui fait que tu peux même avoir des visions, c'est-à-dire des choses que tu vas voir, mais que tu ne verrais pas habituellement. Donc là, ça commence à être un peu plus... là, on commence à être dans quelque chose de plus... je dirais de plus intriguant, mais aussi qui peut être plus stressant aussi. Donc, tu peux avoir des visions et tu peux aussi avoir des hallucinations. Enfin, c'est pas des hallucinations, en fait. Quand tu commences à t'intéresser à tout ça, ce qu'on te dit, c'est qu'en fait, c'est des choses qui existent, mais auxquelles t'as pas accès. Donc là encore, on peut se poser la question de c'est quoi la réalité? Parce qu'en fait, ce qu'on capte de notre réalité, c'est lié à des filtres qu'on a en nous. Et puis, c'est lié aussi au fonctionnement de notre cerveau tel qu'il est aujourd'hui. Mais en fait, moi, ce que j'ai pu lire, et ça me paraît assez cohérent, c'est qu'en fait, en prenant ces plantes-là, elles vont te donner accès à une réalité augmentée un peu plus vaste, en fait. Donc, tu vas te mettre à voir des choses que tu verrais pas dans ton état de conscience habituel. Mais ça ressemble très fort à, tu vois, la nuit, quand on rêve, on voit aussi des choses qu'on voit pas habituellement. Et ça fait partie de notre réalité de rêver. On se dit pas, c'est faux, c'est pas là. Enfin, mais on sait qu'il s'est passé quelque chose dans notre cerveau, mais souvent les rêves ont une cohérence aussi. C'est ça qui est intéressant et peuvent nous aider. Qu'est-ce que tu sous-entends? Ça te donne accès à une certaine forme de monde invisible? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ouais, ça te donne accès à un monde invisible qui a une cohérence. Moi, c'est ce que j'ai pu voir. Parce que ce que j'ai envie de préciser ici, puisqu'on parle de ce sujet qui est un sujet assez sensible, c'est que moi, quand j'ai eu cet appel d'avoir ces expériences-là, je me suis jamais dit je fais ça pour m'amuser ou je fais ça pour passer un bon moment, tu vois, c'est pas récréatif en fait.
Je sais que tu vois, ça n'a rien à voir avec, ok, je suis à une soirée, je veux passer un moment. Moi, ça a vraiment été de me dire, j'ai envie d'accéder à des parts de moi-même qui me sont voilées, qui me sont cachées dans mon quotidien, parce que je sais que j'ai pas accès à toute la réalité et toute la réalité qui m'habite aussi. Et c'est ça qui m'a motivée à faire ces expériences, en fait. Ça a été une connaissance de moi-même. Donc, tu dis ces expériences, ce qui veut dire que tu en as fait plusieurs. Ouais, j'en ai fait plusieurs. Okay. Et à chaque fois, tu en as fait combien précisément? Alors, dans le livre, je parle de 4 expériences, mais en tout, j'en ai fait un peu plus, quoi. Dans ma vie, j'en ai fait 6, 7. D'accord. À chaque fois, tu étais motivée par une forme de curiosité, j'imagine, d'en savoir beaucoup plus sur toi, comme tu dis, d'accéder aussi, c'est une vraie quête de connaissance de soi. À chaque fois, ça a mis le doigt sur quelque chose? Ouais, à chaque fois. Ouais, d'accord. À chaque fois, il y a eu quelque chose de cohérent, ça m'a apporté quelque chose. Mais là où, ce dont je parle aussi dans mon livre, et qui est important de préciser, c'est des expériences qui peuvent être extrêmement riches d'enseignements, mais qui peuvent aussi nous chambouler. Mais oui. Et qui sont pas à prendre à la légère. Surtout pas. Surtout pas. Et moi, quand j'étais en Équateur, justement, j'ai rencontré une personne en particulier qui m'a dit j'avais des idées suicidaires, j'étais en dépression depuis des années. J'ai fait une expérience avec une plante qui s'appelle l'ayahuasca et ça m'a complètement reconnectée à qui j'étais dans l'univers. Et je n'avais plus envie de me suicider après. Pour autant, j'ai rencontré une autre personne qui m'a dit j'ai eu une expérience avec cette plante, l'ayahuasca, et ça m'a complètement fait vriller et je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique. Donc, quand je dis ça, tu vois, c'est pas pour faire peur à qui que ce soit, c'est juste que ce qui est important, en fait, c'est de s'écouter soi, de choisir la bonne personne qui va nous accompagner là-dedans, le bon chaman ou praticien, peu importe comment on l'appelle, le bon guide en quel on a une confiance totale, enfin vraiment un très haut niveau de confiance, parce qu'on n'est jamais sûr à 100% non plus, mais d'avoir le bon groupe aussi, si on peut être aussi dans un groupe, qu'on est à l'aise dans le groupe, qu'on le fasse, mais vraiment avec une fine écoute. Il y a plein de paramètres qui vont contribuer à ce que l'expérience soit bonne. Et puis après l'expérience, l'idée c'est d'avoir un temps d'intégration en fait, de pouvoir parler de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a ressenti, pour l'intégrer dans son quotidien et l'amener avec nous après dans le quotidien. Parce que j'ai aussi vu plein de gens qui enchaînaient ces expériences sans rien en tirer réellement de concret. Et qui était aussi tu vois, ça peut être très tentant de faire ça tous les week-ends. Bien sûr. Et moi, j'ai senti à un moment que j'arrivais au bout. Notamment, j'ai eu une expérience avec l'ayahuasca qui a été très difficile et très chamboulante, où en fait, j'ai senti que ça suffisait, tu vois, que là, j'allais essayer d'appliquer ça dans le quotidien, et j'ai cru que j'étais en train de mourir d'ailleurs. Alors ça, c'est très... Ça arrive à beaucoup de gens de se confronter à la mort dans ces expériences. Ok. C'est bien de le rappeler. Alors d'ailleurs, c'est étonnant. En fait, ça me fait penser à quand j'ai créé mon agence, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai créé le marché du tourisme bien-être éco-responsable avec une marque qui s'appelle Néhorizon Travel. Et donc à l'époque, au bout de 3 ans, on commençait à entendre parler de moi. Et je me rappelle qu'il y avait, alors j'ai plus le nom précis, mais c'était en Amazonie, il me semble. Ils nous ont contactés à l'époque pour qu'ils soient référencés sur notre site parce qu'ils proposaient justement des expériences chamaniques. Ouais. Et donc j'ai discuté avec eux, je les ai trouvés très sérieux en fait dans leur approche, etc. Et je me suis dit ok, pourquoi pas. On les a mis en ligne et en l'espace de quelques mois, on avait beaucoup de demandes. Il y a des gens en fait qui sont partis. On a arrêté en fait très rapidement. C'est-à-dire, je crois qu'on a arrêté à la première expérience parce qu'on a eu le feedback des personnes qui les contactaient. Et en fait, les gens venaient, tu sais, un peu en mode oh, ça va être cool, tu sais, on va faire une expérience, ça va être sympa, on va faire, tu vois, un truc un peu fun, quoi. Et en fait, non. Enfin, tu viens de le dire dans tes mots, c'est apprendre vraiment au sérieux. C'est quelque chose de très sérieux pour moi. Il faut pas juste se dire tiens, ça va être sympa parce que c'est un peu à la mode. Là, j'ai entendu des gens autour de moi le faire. Non, c'est vraiment bien réfléchir à ça, quoi. Ouais, vraiment. C'est à prendre extrêmement au sérieux parce qu'en fait, déjà, on confie son corps, son esprit à une plante, mais aussi à un chaman, tu vois. Et ça, j'en parle dans mon livre. Mais moi, j'ai eu une expérience qui m'a vraiment fait prendre conscience à quel point. Parce qu'en fait, moi, je pensais que le San Pedro, c'était plus léger que l'ayahuasca parce que je faisais des recherches. Parce que chaque plante a un message particulier, a un esprit particulier de toute façon. Mais en fait, non, le San Pedro, ça peut être tout aussi intense.
Et je me suis retrouvée avec un chaman qu'on m'avait fortement préconisé. Sauf que pendant l'expérience, j'ai senti que je me sentais pas très à l'aise avec lui, pas très en sécurité. Et en fait, dans ces expériences-là, c'est comme un miroir grossissant de la réalité. C'est-à-dire que tu marches dans la rue, tu sens pas trop quelqu'un qui vient te parler. Bon, ben, c'est pas grave, tu passes ton chemin et voilà. Et là, dans ces expériences-là, tu peux avoir une crise de panique, en fait, en ressentant quelque chose parce que tout est plus fort, en fait. Donc, à la fois, ce qui est magnifique, c'est pour ça qu'il y a des gens qui en bénéficient, mais ils se connectent en fait à un amour qu'ils n'ont jamais ressenti avant, par exemple. Et ils y ont accès grâce à cette expérience. Et pour certaines personnes, ça suffit. Même une expérience, ça change leur vie. Je l'ai vu. Je l'ai vu de mes propres yeux et c'est très beau à voir. Mais du coup, certaines autres personnes, elles peuvent ressentir aussi un moment de panique dont elles vont mettre des années à se remettre parce que ça a été presque un traumatisme en fait sous ces plantes-là. C'est pour ça que c'est pas du tout à prendre à la légère. Et moi, j'en parle aussi avec ma casquette de psychologue, quoi. C'est que moi, j'ai fait ces expériences, j'ai voulu être cobaye et j'ai voulu expérimenter ça parce que l'appel était tellement fort et clair, tu vois. Et j'ai bien vu que ça m'a chamboulée. Mais j'ai aussi senti que, voilà, à un moment, il fallait que ça s'arrête. Et heureusement, j'ai une écoute de moi-même et une connexion à mon corps qui fait que j'ai su quand m'arrêter. Et puis, voilà. Mais je vois bien à quel point c'est pas à prendre à la légère du tout. C'est clair, c'est clair. Tu sais, tu dis donc t'étais dans les Andes. Alors, je sais pas si ça fait écho aussi aux gens, mais moi, tout de suite, quand tu m'as parlé des Andes, ça m'a fait penser à la prophétie des Andes. Ouais. Ouais. Et donc, oui, tu l'as lu, forcément. Bah oui, et donc du coup, je me suis demandé si c'était peut-être pour ces raisons. Tu disais qu'il y avait un certain nombre, je sais pas, d'Américains, enfin de plusieurs personnes qui étaient là-bas. Peut-être que c'est pour ça, je sais pas. Tu le sais ou pas, non? Ça doit jouer. Je pense que ça, les premiers, enfin en tout cas, ça a dû jouer. En tout cas, il s'est passé quelque chose. Il y a une communauté qui s'est créée. Et, c'est aussi un lieu où il fait bon vivre. Hein. L'air, il y a une qualité de l'air, il y a une qualité de l'eau, il y a la vallée où j'étais, il y a même eu des études scientifiques qui disent qu'il y a plus de centenaires qu'ailleurs qui vivent dans cette région-là du monde. Ah, c'est peut-être une zone bleue. Je sais pas si tu connais, mais en fait, on les appelle les zones bleues. Ouais, et ben je suis quasi sûre que c'est une zone bleue. En tout cas, j'avais trouvé une étude qui prouvait vraiment que ça faisait partie des endroits où tu vivais le plus longtemps, en fait, potentiellement. Alors, ça m'intéresse beaucoup. C'est quoi le nom, du coup, de cette région? Alors, le village où j'ai passé du temps et cette région, enfin, le village s'appelle Vilcabamba en Équateur. Ok. Donc, c'est dans le sud de l'Équateur, dans les Andes. Ok. Ouais, ça m'intéresse parce que j'ai prévu avec David Tan, mais je sais pas si tu connais, on a prévu à un moment donné d'aller voir en fait toutes ces zones bleues dans le monde justement. Il y a tous ces centenaires quoi, qui sembleraient, tu vois, appliquent les mêmes principes, alors qu'ils se connaissent pas d'un pays à un autre, hein, bien évidemment. Ils appliquent les mêmes principes de santé pour le corps, santé mentale, et ils vivent jusqu'à 110, 115, 120 en pleine forme. Donc on a envie de les voir. Bah c'est passionnant. On pourra en reparler. Je trouve ça passionnant. Oui, tu décides, tu disais en amont, donc à un moment donné, tu quittes ton emploi en Alsace pour faire 4 mois sur Compostelle, tu reviens, tu deviens psy, finalement, tu as encore un appel, tu repars. Donc là, plus longtemps, hein, quand même, tu restes 8 mois. Si j'ai bien compris, tu as écrit ton livre aussi pendant ces 8 mois. Ouais, bien sûr. Je l'écrivais en vivant les expériences en même temps. Et voilà. Donc là, tu reviens en France. Est-ce que tu as déjà un appel pour repartir? En fait, j'ai l'appel de revenir dans ces montagnes, pour tout te dire. Okay. Après, tout ça est en réflexion aussi, hein, parce que je réalise quand même une chose. Parce que là, aujourd'hui, je peux dire que je suis totalement nomade depuis presque 2 ans. Parce que j'ai pas de base, quoi. Tu vois, j'ai quitté mon appartement à Paris et j'ai tout réduit en 3 cartons et 4 valises que j'ai déposées chez quelqu'un dans ma famille. Et donc, j'ai vraiment très peu de possessions. Mais aujourd'hui, je sens, j'aimerais bien avoir une terre qui ne change pas, tu vois, avoir une base, quoi. Ouais, je comprends. Et je sais pas encore si c'est justement l'Équateur, parce que c'est aussi un pays qui est loin, c'est aussi une culture un peu éloignée aussi sur certains aspects de la nôtre. Enfin, tout ça est en réflexion. Et j'aimerais bien y retourner. T'avais hésité avec Montpellier aussi, je me rappelle dans nos discussions. Ben, j'adore, moi, l'Hérault. J'ai passé 2 mois à Sète. C'est là où on s'était rencontrés, d'ailleurs. À Montpellier, ouais. Ouais, ben, à ce moment-là, j'étais à Sète. Ok. Et je crois que je venais de passer 2 mois à Sète et j'ai beaucoup aimé la région autour de Montpellier. Donc, ça pourrait être une base dans ce coin-là.
Ça me fait sourire parce que, tu sais, à force de voyager, tu as dû peut-être le constater aussi dans les rencontres que tu fais. Quand tu rencontres quelqu'un qui voyage depuis très longtemps, Ouais. ils ont tous le même discours, en fait. Ils disent, là, je sens que j'ai un appel, tu sais, d'avoir une base, justement, en fait. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous constitue tous aussi. Ouais, bah c'est un besoin primaire en fait, le besoin d'un refuge. Alors évidemment, tu peux trouver un refuge dans plein d'endroits, mais moi je sais que je suis quelqu'un, j'ai quand même besoin d'ancrage et en tout cas ce besoin d'ancrage devient plus important que le besoin d'aventure, même si les deux sont là et les deux sont chez chaque être humain en fait. Ouais. Ça me fait penser un peu à moi quelque part, dans le sens où j'allais dire, en fait, tu as fait quand même un vrai choix de vie. Ouais. Tu vois, on pourrait se poser la question, 36 ans, peut-être que tu as envie de rentrer dans le moule classique, tu sais, de te marier, de faire des enfants, d'avoir la belle maison, le 4x4. J'imagine que non. C'est un choix de vie. En tout cas, aujourd'hui, de toute façon, tout peut changer du jour au lendemain, mais jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, j'ai suivi mon élan du cœur et mes élans du cœur m'ont amené sur des territoires, quoi, comme ces montagnes en Équateur et bien sûr que c'est comme tu dis que c'est un choix de vie, c'est un choix de vie qui implique aussi, c'est des choix qui peuvent être courageux parce que la société te rappellera toujours, enfin, en tout cas, moi, en tant que femme, je le vois, on me rappelle toujours l'horloge biologique, on me rappelle toujours que voilà, que faire des enfants, c'est le but de la vie pour beaucoup de gens, tu vois. Moi, aujourd'hui, j'aime ce mode de vie que j'ai choisi. Je ne dis pas que ça ne peut pas changer. Mais aujourd'hui, jusqu'à maintenant, j'ai fait ce choix et de prioriser, de suivre mes élans du cœur plutôt que de chercher à rentrer dans des cases. Après, si ces cases-là viennent à moi, on verra. Mais ouais, c'est un vrai choix. Ouais, je vois très bien. Est-ce que avec donc toutes ces expériences que tu as vécues, parce que c'est quand même de belles expériences, je trouve, en fait, pour moi, tu as utilisé, je le mets entre guillemets, des outils qui me paraissent les plus puissants en développement personnel. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment d'en apprendre encore davantage maintenant sur toi, d'avoir une espèce de map monde de toi-même un peu plus clair, ou tu sens qu'il y a tu as peut-être encore d'autres appels pour continuer comme ça à cheminer vers toi, ou voilà, t'en es où en fait dans ta quête de sens? Moi, j'ai l'impression que le chemin vers soi ne s'arrête jamais vraiment, tu vois. Il n'y a pas un moment où je vais me dire, ça y est, je suis arrivée. J'ai cru que j'allais me dire ça à un moment, tu vois, d'ailleurs. Au début de mon chemin, au moment où j'ai commencé à m'intéresser un peu à ces pratiques, ce qui nous aide dans nos vies, méditation chamaniste. À un moment, je me disais, à un moment, j'aurais assez médité, parce que moi, j'ai aussi vu des psychologues, j'ai aussi fait un travail au niveau psychothérapeutique, tu vois, d'aller voilà, travailler sur des traumatismes, des blessures, ça j'en parle aussi un petit peu dans mon livre. Mais donc, au début, je me disais, à un moment, ça y est, le bonheur permanent, je l'aurais trouvé, tu vois, la paix pour toujours. Et je me rends compte que non, en fait, en tout cas, moi, je connais personne qui dit qu'il est arrivé au sommet de la montagne et qu'il est plus descendu après et tout, quoi. Donc voilà, je réalise que ce chemin vers soi ne s'arrête pas. Il y a une chose que moi j'ai envie de partager qui m'a aidée et qui pour moi est la clé aujourd'hui d'une vie plus sereine et plus joyeuse, c'est vraiment la compassion envers soi. Parce que tu vois, dans ce chemin vers soi, on peut aussi beaucoup s'auto-flageller de pas y arriver. Parce qu'après avoir passé 6 ans, et moi c'est clairement mon cas, à expérimenter méditation, chamanisme, psychothérapie, lire plein de livres, aller à plein de stages de développement personnel, si à un moment on est en colère, on tombe dans je sais même pas nos travers, mais si à un moment on ressent de la colère ou de la tristesse intense, on peut se dire, mais après tout le chemin que t'as fait, t'en es encore là, qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà, tout ça pour ça. Et en fait, moi, c'est pour ça que je parle de compassion, c'est parce qu'en fait, je réalise que, en fait, le problème, c'est pas les émotions qui me traversent ou même les pensées qui me traversent. Le problème, c'est que finalement ce qui compte, c'est ce que j'en fais. Et c'est comment est-ce que j'arrive à continuer à avoir de l'amour pour moi-même malgré tout ça. Et puis, de toute façon, je fais partie d'un tissu sociétal, je fais partie d'un tout. Je peux pas m'extraire en fait du tout et vivre comme ça ma petite vie au sommet d'une montagne bien confortable. Je pense qu'il y a un inconscient collectif aussi qui nous habite tous, qui fait qu'on est influencé, en fait, voilà, les émotions, les pensées qui me traversent, c'est pas que les miennes, c'est aussi celles d'une société dans laquelle je vis, d'une humanité. Voilà, aujourd'hui, il se passe des choses horribles dans le monde, ça m'affecte aussi. Donc, en fait, aujourd'hui, voilà,
à la fin, et mon but n'est plus le bonheur permanent. Tu vois, j'ai arrêté aujourd'hui, je me dis pas, je vais aller faire cette expérience pour trouver le bonheur permanent. Et ça a tout changé. D'arrêter de me dire que le bonheur permanent est mon but, parce que du coup, quand j'ai des émotions plus agréables, parce qu'elles sont toujours là, je pense, j'ai plus de compassion et envers moi-même. Ouais. Mais ça, c'est toute la force, je trouve, de notre conditionnement sociétal. Hein. C'est justement, tu sais, c'est pas anodin que je te dise les enfants, la voiture, le mariage, etc. C'est que la société, en fait, nous vend ça. Elle nous dit que tu vas être heureux si tu te maries, si tu fais des enfants, si tu as une belle maison, un jardin, un chat, un chien, le 4x4. C'est ça, en fait, qu'elle nous vend. Puis surtout de consommer. Le côté aussi matérialiste, ça, c'est vraiment l'objet aussi par excellence de notre société qui nous fait croire que parce qu'on va posséder, on va être heureux, quoi. Ouais. Donc oui, on voit bien que quand on commence à cheminer un peu vers soi, c'est un leurre, en fait. C'est pas du tout le chemin. Enfin, c'est pas la bonne direction. En fait, ce qui compte, c'est de s'écouter soi, et ce qu'on nous vend, enfin, ce que les médias nous vendent ou autres, tous ces produits, puis même ces cases à cocher. Il y a des personnes à qui ça correspond très bien, et tant mieux pour elles. Mais moi, je savais que c'était pas mon chemin, tu vois. Et c'est pas facile de s'écouter, comme tu dis. Non, c'est pas facile d'aller vers soi et choisir son bonheur à soi. Est-ce que ça t'a connecté davantage justement à ta partie intuitive, à plus écouter ton intuition? À fond, énormément. Ouais. Okay. Mais tu vois, l'intuition, on le voit souvent comme étant quelque chose qui vient un peu d'en haut de soi et tout. Moi, je me suis beaucoup connectée à mon ventre, tu vois, à mon instinct. En fait, j'ai des réponses. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment des réponses dans la zone du ventre, quoi, dans mon corps, en fait, vraiment dans mes sensations du corps. Et on peut l'appeler l'intuition aussi, hein, mais c'est vraiment quand on me fait une proposition, j'essaie de sentir, en fait, s'il y a une contraction en moi ou s'il y a une expansion. Pareil, quand je rencontre quelqu'un, j'essaie de sentir, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui se lève en moi à l'idée d'aller à ce rendez-vous, ou pas du tout. J'essaie d'écouter ça, et je trouve que c'est vital, en fait, d'être connecté à... C'est vital pour naviguer sur cette vie. Mais carrément, ouais. Là, dernièrement, c'est un peu, on va dire, un de mes objectifs de cette année 2024. Parmi d'autres, j'ai déjà interviewé un certain nombre de personnes, justement, tu sais, autour de l'intuition, des gens qui ont étudié ça, qui sont, qui le transmettent aussi, qui l'apprennent. Parce que moi, je l'écoute depuis que je suis tout petit. Et donc, comme tu viens de le dire, en fait, c'est notre meilleur guide dans la vie, quoi. Ouais. Et ça s'apprend. C'est ça que je trouve génial. C'est qu'on peut l'apprendre à n'importe quel moment de notre vie. On l'apprend, ouais. Comme tu le dis, et c'est une clé. Ouais. Magnifique. Je vois qu'on arrive déjà à 1 heure. Ça passe très, très vite. Pauline, comment on fait si on a envie de rentrer en contact avec toi? Alors, moi, j'ai les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Je suis aussi sur YouTube. J'ai plein de vidéos sur YouTube qui sont sur ces sujets-là, quoi, de la recherche du bonheur, la spiritualité, le voyage. Et puis, j'ai aussi un site internet qui s'appelle www.paulinebal.com. Okay. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie aussi de préciser, c'est que je propose aussi d'aider des personnes qui ont des projets de cœur et qui veulent réaliser leurs projets dans la sérénité, à aller au bout de leur projet. Donc là, voilà, j'offre une formation, je donne une formation en ligne sur ce sujet actuellement, et je pense que j'en donnerai une autre quand celle-ci, à un moment dans l'année 2024. Donc, voilà, je propose aussi ça. Et puis et voilà, donc j'ai aussi LinkedIn, j'ai pas précisé. Et puis, voilà, j'ai beaucoup de réseaux, et j'ai mon film Chemin de vie qui sera projeté à Strasbourg le 5 avril, à Tours le 13 avril, au Puy-en-Velay le 19 avril, et peut-être d'autres événements aussi à venir, notamment dans l'Isère fin mai. Donc, trop bien. En fait, peut-être que le plus simple, c'est on tape Pauline Wald dans un moteur de recherche. C'est ça. C'est ça. Paulinebal.com, voilà, c'est le plus simple. On tombe sur tout ce qu'il faut. Et t'es sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. TikTok, tu es présente sur TikTok? Pas encore. J'y ai pensé, mais pas encore. T'imagines que de ce qu'on m'a remonté comme info, visiblement, TikTok est le moteur de recherche le plus utilisé avant Google maintenant. T'imagines? Waouh, c'est impressionnant. C'était trop bien encore de discuter ensemble, Pauline. Très bon moment partagé. Mais ouais, le voyage, c'est la vie. C'est ça, tout à fait. Je te souhaite plein de bonnes choses. Donc, du coup, le livre aussi, il faut le rappeler quand même, il vient de sortir là. C'est quand même assez récent.
Ouais. Il vient de sortir en librairie, donc voilà, c'est un livre qui parle de tous ces sujets qu'on a abordés aujourd'hui et qui, voilà, que vous pouvez trouver en librairie ou même en ligne. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé quand vous le lisez. Ouais, c'est génial hein, quand tu as des retours de lecteurs. Ouais, moi je trouve ça génial d'avoir tous ces retours. Ouais, c'est un peu comme un carburant, je trouve. À fond. Ouais. Moi, c'est ce qui m'a poussé à en écrire un deuxième. Hein, c'est que j'ai fait les retours du premier. Je me suis dit, bon, allez, ça m'a donné de l'énergie pour continuer. Tout à fait. Merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup, Julien, pour ce moment. Avec joie. Passe une belle après-midi. À toi aussi. Merci. Et on se retrouve, nous, on se retrouve demain. Mais oui, parce que je vais interviewer, alors je le précise, je vais interviewer Julien sur ma chaîne YouTube. Et ce sera pas forcément en direct, mais voilà, je ferai un montage, mais je le questionnerai sur le bonheur, comme il a écrit un livre sur le sujet. Et voilà, on parlera du bonheur demain. Merci beaucoup, Pauline. À très vite, du coup. Bye bye. Très vite. Et voilà, les amis, c'était donc Pauline Wild. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. C'est toujours tellement agréable de discuter avec des gens qui sont passionnés et passionnants. Je vais vous remontrer du coup la page de couverture de son livre si vous voulez vous le procurer. C'est très simple, hein, c'est donc auprès de la maison Erol. Vous trouvez ça dans toutes les librairies, à la Fnac. J'imagine qu'il doit être aussi déjà sur Amazon. Si vous voulez retrouver Pauline Wild, elle l'a dit aussi très bien. Vous tapez Pauline Wild dans un moteur de recherche, vous tomberez sur son site. Pareil sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Elle est un petit peu partout, comme moi. J'espère que voilà, vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une belle après-midi là où vous êtes. Je vais vous laisser avec cette petite vidéo que je trouve assez douce d'ailleurs dans la création du Hameau de l'Étoile. C'est là où on va faire notre week-end. C'est quoi le bonheur pour vous du 2 au 4 août. Il reste encore des places si vous avez envie de venir avec nous, si vous êtes curieux. Vous allez sur le site c'estqualebonheur.fr et vous verrez ce qu'on vous propose. Ça va être magique. Allez, je vous dis à très vite. Je pense que maintenant, on se retrouvera la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bye bye. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?» que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.